comment intégrer les enjeux éthiques dans la mise en place de systèmes d'IA d'aide à la décision, donc animé par Antea qui se présentera après et Jérôme, et du coup moi je serai sur la partie animation, Joanne Quignard de l'agence ADOC. Donc on va commencer déjà sur l'IA générative. IA, on en a parlé un peu, c'est un peu le fil rouge de toute la journée, mais on voit que depuis 2-3 ans, l'IA générative, l'accélération des usages, ça a permis aussi la démocratisation de l'accès à ces technologies. Jamais on a parlé autant d'IA ou d'IA générative, mais surtout d'utilisation d'IA générative. Donc derrière cette démocratisation, ça permet aussi de se poser la question sur les enjeux éthiques. Ok, j'utilise la technologie, mais derrière ça me permet aussi de faire un pas de côté sur voilà, comment est-ce que je prends en compte ces enjeux éthiques dans la mise en place de systèmes d'IA dans mon organisation. Après, l'IA a toujours été aussi présente dans les organisations, là on ne parle pas d'IA générative, mais plutôt d'IA, notamment sur la partie performance et la partie performance opérationnelle et comment avoir du gain grâce à l'utilisation de cette technologie. Mais là, pendant ces 40 minutes, on va parler avec les deux interlocuteurs sur la prise en compte de ces enjeux éthiques. Mais d'abord, je laisse les collègues se présenter. Donc, Antea Séraphin, bonjour à tous. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Equitia. Et j'y suis la référente sur justement les sujets d'usage éthique des données et de l'intelligence artificielle. Donc bonjour à tous, Jérôme Béranger, donc moi je suis le CEO de la société Goodalgo. C'est un prestataire de services spécialisé dans tout ce qui est l'IA, tout ce qui est la data et notamment l'évaluation et l'accompagnement éthique des entreprises et des territoires. Et j'ai une casquette aussi universitaire où je suis chercheur associé à l'INSERM, spécialisé dans tout ce qui est Digital Ethics à Toulouse, dans l'université Toulouse 3. Et pour commencer, on va peut-être commencer avec Antea. On parle d'éthique, mais quelles sont derrière tout ça les finalités liées à l'éthique? Oui, parce qu'on peut se demander, mais en fait l'éthique avant tout c'est une démarche. Donc c'est une démarche qu'on va appliquer quand on a un petit peu des incertitudes sur le bien fondé d'une action. Donc par exemple là, recourir à l'IA dans son entreprise. Et on va questionner en fait cette action par rapport à des valeurs qu'on s'impose soi-même de respecter. Et donc ces valeurs, on peut se demander un petit peu celles qui sont pertinentes en matière de données, d'intelligence artificielle. Et donc nous, du coup, on en a défini une certaine... Voilà, une petite liste dans la charte éthique des usages des données qu'on a développée chez Equitia. Donc en fait, vous pouvez le voir, c'est une charte éthique qui va au-delà des questions éthiques qui sont soulevées par l'IA, puisque c'est par tout type d'usage des données, mais par extension, en fait, c'est pertinent quand on se pose la question du recours à l'IA dans l'entreprise. Donc cette charte, on peut se demander pourquoi ces principes-là, pourquoi ils sont pertinents pour l'IA, d'où ça sort. Donc en fait, au départ, ça a été le fruit d'un travail de recherche scientifique. Donc on a fait une étude comparative de 17 textes qui avaient été élaborés par des organisations internationales, européennes et nationales sur le sujet de l'éthique de l'IA. Et on a essayé de retirer les principes qui faisaient consensus entre ces 17 textes. Donc en fait, c'est là qu'on en a retiré ce que vous voyez à l'écran. Et en plus de ça, cette charte, elle n'est pas figée dans le temps. Donc en fait, ce qu'on met en œuvre, c'est une co-construction. Donc déjà avec nos membres, donc comme on est une association, on réunit une 60aine de membres et eux, on les a inclus dans cette réflexion pour savoir si ces principes-là, eux-mêmes, les trouvaient pertinents. Et aussi, on fait des ateliers de co-construction. On en a fait des premiers en janvier avec des citoyens pour qu'ils puissent aussi, pour que leurs préoccupations puissent être intégrées dans cette charte. Donc, tout ça, c'est des valeurs qui sont pertinentes et qui doivent être prises en considération dès la conception d'un projet d'IA dans une entreprise, donc soit quand on va recourir à un système qui est fourni par une autre entreprise, soit quand on veut développer son propre système d'IA dans son entreprise. Et donc voilà, on a des principes qui sont rangés dans 6 grandes thématiques. Donc je vais peut-être essayer d'imager un petit peu ce que ça peut représenter. Donc par exemple, sur la première boîte, on peut se dire... est-ce que le recours à l'IA que je veux faire, l'application que je veux en faire, est-ce qu'elle va contribuer aux objectifs de ma politique RSE? Donc à ce moment-là, on peut se dire, bon, okay, c'est bienfaisant.
Ensuite, est-ce que le modèle algorithmique que j'envisage d'utiliser, quel est son impact environnemental par rapport aux objectifs de mon projet? Est-ce que c'est proportionné? Comment je peux le minimiser? Il faut aussi veiller à ce que le système d'IA qu'on va utiliser ne crée pas des situations discriminantes à l'égard des employés ou même des utilisateurs finaux. Et aussi de garder ce principe de supervision humaine toujours des systèmes qu'on va utiliser dans l'entreprise en tant qu'outil d'aide à la décision ou autre application. C'est important. Ensuite, on a une boîte sciences des données individus où là, ce qui est important, c'est de veiller quand on déploie un système d'IA dans son entreprise, à veiller au respect du libre arbitre des personnes qui vont l'utiliser et aussi au respect de leur vie privée. La troisième boîte, c'est plus des principes techniques. Là, c'est plus si on développe soi-même un système d'IA. Attention à la qualité des données qu'on va utiliser pour l'alimenter. Et cette qualité peut notamment faire l'objet aussi d'une supervision humaine si c'est un modèle qui est alimenté en continu. Finalement, les données qu'il alimente, est-ce qu'elles sont protégées par des exigences de confidentialité? Si oui, penser le système d'information de manière globale pour que ça soit adapté. Et utiliser toujours de manière proportionnée aux objectifs du projet, mais des algorithmes qui soient robustes, donc c'est-à-dire performants, qui produisent des résultats fiables, reproductibles. Et je fais une parenthèse, mais toutes ces valeurs, du coup, l'idée, c'est pas qu'elles soient toutes respectées à chaque fois qu'on se pose la question si on recourt à un projet d'IA. L'idée, c'est on va définir les objectifs de pourquoi on veut recourir à l'IA, et en fait, justement, on va mettre en balance toutes ces valeurs, se dire, dans cette situation, c'est peut-être la robustesse qui va être plus importante que l'impact environnemental. Du coup, il faut jauger au cas par cas. C'est ça la démarche éthique aussi. Donc pour revenir sur les boîtes, on a la boîte transparence où il faut penser aussi dès le départ comment on va intégrer l'outil développé comment il va être utilisé et du coup être transparent envers les utilisateurs sur les capacités du système, sur ses limites, sur comment l'utiliser dans les meilleures conditions. Et le mieux aussi, c'est de pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Donc, si c'est un algorithme, par exemple, d'aide à la décision qui va prédire une recommandation, finalement, quels ont été les critères, les variables déterminantes de cette recommandation, ce qui permet aussi de s'en éloigner quand nous, on juge que finalement, c'est peut-être pas la meilleure décision. Ensuite, l'auditabilité, c'est le fait de penser dès le départ à tout documenter. Documenter pourquoi on recourt à l'IA, pourquoi on fait ce choix technologique en termes de modèles, quelles données on intègre à l'intérieur et tout documenter. Parce que comme on le verra plus tard, il y a une réglementation européenne aussi qui va arriver sur ce sujet. Et donc ce sera important d'avoir des traces écrites de toutes ces décisions. Sur la boîte gouvernance, donc là c'est créer en fait, quand on intègre un outil d'IA dans son entreprise, les conditions d'une gouvernance qui crée de la confiance. Donc ça veut dire évaluer les risques dès le départ, notamment ce qu'on disait sur la vie privée des individus, sur finalement si l'outil va être intégré dans un métier, comment on en prévient ceux qui vont l'utiliser, comment ça va être articulé avec les compétences que lui exerçait jusqu'alors, jusqu'à quel point, et anticiper vraiment ça, et inclure les utilisateurs aussi dans la conception du projet pour qu'eux, ils puissent dire vraiment de quoi ils ont besoin précisément, à quel point ça peut être une aide dans leur métier, pour quelles tâches, et qu'on ne se retrouve pas avec des métiers qui soient complètement automatisés et inintéressants. Et ensuite respecter, si on est soumis à des règles déontologiques, ne pas oublier de faire en sorte que les systèmes qu'on va utiliser, qui nous permettent de continuer à les respecter. Et ensuite, sur la dernière boîte, réciprocité, là c'est plus à l'état de recherche. Actuellement, c'est sur les modèles économiques, donc qui sont appliqués à ces modèles, ces outils d'IA, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait dans la chaîne,
et comment on permet un juste retour à chacun des acteurs qui finalement a contribué à créer le système, parce qu'il a fourni des données, parce qu'il a fourni le modèle, parce que ses recherches ont permis de le créer. Et voilà, en tout cas, nous, sur les principes qu'on a identifiés à appliquer, à prendre en considération dès la conception des projets. Et du coup, faire une petite transition, c'était ce que je vous disais, donc on a une proposition de... Effectivement, sur le point que tu évoquais, c'est que sur la démarche Ethics by Design, c'est une démarche volontariste de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui impose. Pas aujourd'hui, donc on est juste sur des démarches volontaristes. Par contre, dans quelques temps, ça va évoluer, donc ça fait la transition justement sur les nouvelles exigences qu'il va y avoir par rapport à la réglementation. C'est ça, parce que donc là, à gauche, vous pouvez avoir une petite pyramide, et là, donc, ce sera juste les exigences qui concernent les systèmes dits, ce qui sont identifiés comme à haut risque dans la future réglementation, parce qu'elle n'est pas encore applicable. D'abord, c'est quoi à haut risque? Il y a deux sortes. Il y a des systèmes d'IA qui sont plus embarqués dans des produits qui sont déjà réglementés, qui sont déjà soumis à des évaluations de conformité, donc par exemple les ascenseurs, les jouets, les voitures, enfin bon, mais ça, c'est pas ce qui nous concerne là. La deuxième sorte, c'est ceux qui vont soulever des risques pour les personnes et qui vont intervenir dans certains domaines qui sont identifiés donc, dans l'annexe 3. Et ceux qui sont utilisés dans l'entreprise, par exemple, ça peut être l'identification biométrique pour la gestion des travailleurs, donc tout ce qui est domaine gestion RH, et formation professionnelle. Et donc pour ces systèmes-là, donc là j'ai distingué, on voit les exigences que devra respecter le fournisseur et ensuite celles que devra respecter l'utilisateur. Et donc on voit que, je ne vais peut-être pas les détailler, mais l'idée c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces exigences elles doivent être respectées dès la conception. Hop, après il y a une évaluation de la conformité, mais elles doivent continuer à être surveillées après la mise en service, la mise sur le marché. Et c'est ce que va vous présenter Jérôme, le concept d'éthique plutôt by évolution. Donc comment surveiller un petit peu l'éthique en continu. Sur la durée, comment est-ce que vous faites pour auditer et rendre explicables les systèmes? Exactement, pour faire le pont ou l'articulation avec ce que Antea a très bien dit. L'approche, c'était vraiment sur l'éthique by design. Et nous, en fait, au sein de Goodalgo, en tout cas pour les IA qu'on audite, on vient du principe que les IA sont auto-apprenantes de plus en plus, avec des jeux de données d'entrée qui sont de plus en plus diversifiés. Et donc, du coup, les potentiels biais qui sont amenés à se développer tout le long du cycle de développement de l'IA sont amenés à changer. Donc, du coup, on n'est plus dans un système vraiment stable, on va dire, mais qui évolue dans le temps. Donc, là où on a développé, nous, ce qu'on appelle l'éthique by évolution, où en fait on a 3 niveaux d'audit qui s'articulent, qui s'entremêlent les uns avec les autres. Le premier audit, c'est ce qu'on appelle l'audit systémique, c'est un peu la même approche que Equitia a très bien présentée. C'est une approche où nous l'idée c'est de se dire voilà, on a un référentiel, un peu comme la charte éthique d'Equitia, avec les mêmes principes qu'on retrouve. Chaque charte éthique a ses propres intérêts, mais on retrouve là un socle commun, universel on va dire. Et donc nous, on s'appuie sur à peu près une cinquantaine, voire une centaine d'articles scientifiques et conférences sur le sujet. Et on a essayé de faire un propre référentiel qui permet, en fait, via un questionnaire en ligne, avoir une 150aine de questions sur l'organisation, tout ce qui est l'organisation logistique, mais aussi RH, technologique, juridique, et tout ce qui est corps de métier pour analyser la conception, la mise en place et l'usage d'un projet digital, notamment en IA. Donc ça permet de mesurer vraiment l'éthique tout le long du cycle de vie et analyser aussi une étude des risques potentiels émergents au sein de la conception de ce projet d'IA et de mesurer les exigences notamment à la IACT, comme a très bien cité Antea, notamment pour des IA à haut risque. Ça c'est important. Ça c'est le premier audit. Deuxième audit qui complète le premier, sur une cinquantaine d'items qui est automatisé au sein de la plateforme digitale qu'on a mis en place. C'est pour en fait bien comprendre les finalités, analyser le type d'IA qu'on va auditer pour préparer en fait un plan de test algorithmique
spécifiques à l'IA en question. Nous, on le fait dans plusieurs secteurs d'activité différents, que ce soit dans la santé, mais aussi dans le transport, dans l'assurance maladie, l'assurance aussi habitation, ça peut être dans la finance. Et en fait, on a des templates qui s'adaptent en fonction du secteur d'activité et aussi par rapport au type d'IA qu'on va auditer. Parce que suivant comment il fonctionne, comment le système algorithmique est mis en place, eh ben, on va adapter tout un plan de test bien spécifique et personnalisé. Donc ça, c'est l'audit du contexte, donc avec des entretiens individuels avec le data scientist de la solution d'IA, le chef de projet, mais également aussi tout ce qui est les corps de métier. On essaie de comprendre tout ce qui est le contexte autour vraiment de ce système d'IA et l'impact. Que ce soit autour de ces décisions qui ont été prises, mais aussi sur la conception, aussi tout ce qui est les pratiques à mettre en place et la restitution. Le troisième audit, c'est l'audit qu'on appelle algorithmique, où là, c'est avec mes équipes de data scientists et de développeurs, où en fait, à partir des deux premiers audits, eh ben, on va élaborer des tests algorithmiques spécifiques, où on va analyser les données d'entrée et de sortie, d'entraînement et de sortie du système d'IA, où on va regarder le modèle algorithmique, comment il est-ce qu'il est interprétable, est-ce qu'il est explicable, avec la qualité d'entrée aussi, comment elles sont, la fiabilité des données, la performance, la robustesse et tout ce qui est les biais, la non-discrimination autour de ça. Et donc là, on fait toute une série de tests qu'on a trouvés par rapport à de l'open source et comme un Pulse, on va adapter tel ou tel type de test en fonction de la spécificité de l'IA qu'on va auditer. À partir de ça, on peut générer un rapport à moitié automatisé à 50%, parce que les audits du contexte et systémique, ça permet justement d'automatiser ce rapport-là. L'audit algorithmique, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus de la charge humaine finalement, parce que là il faut on met les mains dans le cambouis, on va au cœur de la machine pour vraiment analyser et tester tout ce qui est l'IA. Et là on fait un rapport d'audit final où on va incorporer ces 3 niveaux d'audit et on va pouvoir mesurer du coup la maturité à la compliance AI Act, savoir avec une feuille de route, des préconisations, des recommandations au sein des entreprises pour qu'ils puissent améliorer sa situation. Un score de Digital Ethics d'ensemble, des études de risque hiérarchisées, ça c'est demandé de plus en plus au sein de l'AI Act, et un score de la transparence. Ce qu'il faut savoir, c'est tous ces différents audits. En filigrane, on peut aussi travailler sur tout ce qui est le monitoring et le suivi de tout le cycle de vie de l'IA. Et donc la garantie humaine, tout ce qui est la supervision humaine, le contrôle humain, c'est quelque chose qu'on travaille au fur et à mesure en proposant des dispositifs en fait, adaptés en fonction de la situation de l'IA qui est mise en place. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de biais que tu retrouves quand tu fais les audits, les principaux biais que tu retrouves? Donc là, je vous ai listé. J'avais un peu anticipé la question, j'avoue. La spontanéité n'est plus là, mais bon, j'ai été démasqué. Mais c'est important, je pense qu'il y a des illustrations. Du coup, là, vous voyez en fait ce qui est aussi toute la complexité d'un projet d'IA, c'est que les biais ils sont multiformes et multitâches et multinatures. Donc, vous pouvez voir, il y a des biais qui peuvent être ce qu'on appelle plutôt des biais techniques ou technologiques. Et là, c'est plus basé sur les variables omises, sur les bases de données, vraiment sur la data en tant que telle, ou sur la sélection des données, comment elles ont été faites ou pas, et sélectionnées et acquises. La deuxième biais, c'est plutôt des biais qui sont de nature plutôt sociétaux, on va dire, où là, c'est d'un point de vue économique, cognitif, émotionnel, parce que derrière, la techno, elle n'est pas neutre. Dès que c'est la conception et le développement, c'est quand même fait par des humains, par des équipes, avec des décisions qui ont été prises et des orientations. Et donc, du coup, c'est le reflet automatisé et amplifié. Donc, c'est pour ça qu'on dit la technologie, elle est neutre. Non, elle n'est pas neutre. Indirectement, elle n'est pas neutre. Et donc, du coup, vous voyez, il y a plein de niveaux de biais. On peut en lister encore plus dans le détail. Ce qui revient souvent là, c'est les biais que je vous ai mis, selon les différents audits qu'on a fait, les biais historiques, les biais de représentation, de mesure, notamment sur les égalités des chances et des opportunités. Tout ce qui est les biais de répartition, d'agrégation. Est-ce qu'on a bien sélectionné tel groupe de data par rapport à une autre? Est-ce qu'il y a une proportion qui ont été mises en place? Sur l'évaluation, les données d'apprentissage, est-ce qu'elles représentent bien les données de population réelles ou pas? Ou est-ce qu'il y a des stigmatisations? Les biais de déploiement, est-ce que ça a été mis en place aussi par rapport au modèle qui a été généré? Sur la notion de biais aussi, tu évoquais que les biais peuvent évoluer. Des biais que tu avais en début de projet peuvent apparaître
à N+1. Exactement. Nous, vraiment, c'est l'approche qu'on a mis en place, c'est à travers le temps. Parce que si vous voulez, il faut, je n'aime pas dire qu'il faut combattre la techno par la techno, mais il faut en tout cas l'accompagner et la suivre. Parce qu'il y a 100 milliards d'objets connectés dans le monde, on n'est même pas 8 milliards d'êtres humains. Donc à un moment donné, on ne pourra jamais être derrière toute la techno. Ça, c'est une évidence. Et donc du coup, pour tout ça, et les biais sont amenés à évoluer aussi dans le temps. Et donc du coup, si vous voulez, c'est important de ne pas avoir une photographie à l'instant T, mais que nos tests qu'on fait tous les 6 mois, en fait, par des tableaux de bord qu'on peut mettre en place, eh ben, on puisse refaire les tests pour voir si un biais qui était peut-être mineur à un moment donné à l'instant T, eh ben, est-ce que 6 mois de fonctionnalité ou d'alimentation de données un peu diverses fait que ces biais-là vont être amplifiés, peut-être réduits, ou peut-être stables, ils ne vont pas bouger. Et nous, en fait, suivant la nature et la sensibilité de l'IA qu'on audite, eh ben, on sait le type d'IA ou le fonctionnement de l'IA qui va être plus sujet à des sensibilités contextuelles, on va dire, par rapport à les datas qui vont être alimentées, et susceptible de faire une autre boucle de test pour s'assurer que tout va bien ou pas. Et on leur apporte à chaque niveau de test, on leur apporte toute une feuille de route d'action de préconisation à améliorer dans le temps. Je vous ai donné des exemples de tests qu'on fait, des packages qui sont en open source. Bon, je ne vais pas tous les lister, mais il y a package Aquitas, Xplix, qui est sur l'équité. En fait, chaque package, vous voyez, j'ai mis en caractère gras, sont spécifiques pour des tests. On retrouve d'ailleurs tes indicateurs de la charte éthique d'Equitia et qu'on retrouve dans les autres référentiels, que ce soit l'interprétabilité, l'équité, la disparité, l'égalité des chances, la non-discrimination. Et donc nous, notre rôle, c'est de savoir déjà bien utiliser ces tests en open source et de créer par le plan de test, en fait, en filigrane, en fait, comme un artisan, ses propres tests, en fait. Il n'y a pas un audit qu'on fait avec les mêmes séries de tests parce que, par nature, les IA sont toutes spécifiques, on va dire, avec leurs propres problématiques. Alors, donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, nous, ça fait à peu près 1 an qu'on a éprouvé par rapport à des entreprises, à ces audits-là, spécifiques à l'IA. Avant, on faisait sur des projets qui étaient non IA, avec l'émergence, c'est sûr, des IA génératives, qui a un peu boosté aussi les prises de conscience de l'impact des IA dans les entreprises, mais aussi dans la société. Et les entreprises reviennent nous voir en disant nous, on a plein d'IA, on est en train d'auditer 3 IA spécifiques pour une grosse boîte d'assurance, avec des tarifications dédiées, etc., ou dans les ressources humaines, c'est quelque chose qui est très sensible. Et donc, du coup, on s'aperçoit, là, notre premier bilan, au bout d'1 an et demi de travail, c'est quoi toute cette démarche-là? Ça implique quoi pour l'entreprise et les obstacles qu'on a rencontrés ou les freins? Donc, ils sont assez multiples. Ce qui est intéressant, et c'est aussi la nature de l'éthique, Antia l'a très bien dit, l'éthique, c'est pluridisciplinaire. Et donc, on le voit bien, au sein des entreprises, c'est assez flagrant, que ce soit même une start-up, c'est qu'en fait, ils sont encore habitués à travailler en silo. Et une telle démarche de labellisation, d'audit, de consulting, ça permet de mettre autour de la table des acteurs qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble par leur corps de métier, que ce soit le juriste avec le développeur, avec le chef de projet, avec le corps de métier, même avec le DIRCOM ou interne ou externe. Tout ça, la RSE, l'environnement durable, tout ça était lié. Et donc, du coup, définition des objectifs déjà de leur IA. Il y a la compréhension au sein de l'entreprise qui est parfois même pas la même. Et donc, du coup, nous, il faut qu'on comprenne bien quelle est la nature, le fonctionnement de l'IA et quel est le profil. Suivant le profil de la personne qui va nous décrire à quoi sert son IA, on va avoir des objectifs totalement différents. Ce qui est assez perturbant quand même, parce que normalement, l'IA, c'est le même outil pour utilisation au sein de l'entreprise pareil, et en fait, ils n'ont pas du tout la même approche suivant le secteur d'activité et de métier au sein de la même entreprise. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Les RH, il n'y a pas encore de référent, entre guillemets, à part les grands groupes qui se mettent en place, de Digital Ethics Officer. Nous, c'est quelque chose, on en reparlera peut-être après en transition, mais c'est quelque chose qui est amené à se développer. Je ne sais pas si c'est un rôle d'un super DPO en mode élargi qui ne fait pas uniquement de la data, mais qui va permettre justement d'être un grand chef d'orchestre de coordination
autour de l'éthique de numérique. Il va être à la fois dans la stratégie, souvent il est associé au COMEX, ou en tout cas il n'est pas en mode vertical, mais plutôt en horizontal. Et il est là, et ça, il n'y a presque pas de formation sur ce sujet-là. Il y a une masterclass à l'EDEC, a priori, je ne vois pas d'autres choses à l'université, encore moins. Et nous, on vient nous appeler pour former justement ces différents statuts de personnes. Antea en parlera juste après, mais il y a l'espèce de collège de la garantie humaine, de supervision humaine. Clairement, un DIO, c'est quelqu'un qui va pouvoir animer finalement ou mettre en place ces comités de supervision humaine, de contrôle humain, à partir de ça. Pour aller assez vite, pour ne pas trop décaler dans le temps, l'organisation, j'en ai parlé, en silo, le temps passé en interne, ça a quand même un certain temps à passer pour faire les audits. C'est du travail un peu, mais c'est du gain de temps aussi d'acculturation et dans le moyen terme. Parce que quand le règlement européen va sortir, c'est sûr qu'il y a des gestes qui vont devoir et des organisations qui vont devoir se mettre en place. La réglementation, on voit bien, même on prend les cas de ChatGPT, les IA génératives, chaque grosse entreprise commence à faire des notes d'instruction en interne, comment on les utilise, etc. Et ça, c'est que des protocoles internes à mettre en place sur des technologies émergentes qui commencent à se développer. Ce qu'on a vu aussi pour les tests algorithmiques, des données ultra sensibles, est-ce qu'on va aller dans le code de l'entreprise? Souvent, ils nous disent, là, on va passer par une VDI ou VM pour les données sensibles, pour avoir accès, etc. Ça, c'est quelque chose qui revient. La documentation aussi. C'est très dur. Il y a des documentations. Les entreprises font « Ah oui, on a fait une version, on a fait une super documentation, mais la documentation, elle est obsolète parce qu'ils ne l'ont pas continuée, parce qu'il y a des turnovers qui font que la personne qui était en charge de ça, elle ne l'est plus. Et la documentation, elle est, on est à la V8 alors qu'on était à la V1 dans la documentation. Et donc, du coup, même pour l'IACT à venir, il y a une grosse part sur la documentation. Là, c'est un vrai problème. Donc, le DIO serait aussi en charge de suivre, en tout cas, de superviser, d'un tableau de bord de suivi et de vérifier que tout ça est aussi d'actualité et à jour. Pour finir, la gestion de suivi des projets. J'en ai parlé, manque d'actualisation, de traçabilité, d'historisation. Et c'est là où nous, on a essayé de développer, c'est encore en projet, mais ça devrait aboutir, c'est de développer des outils pour les DIO, justement des tableaux de bord de suivi, où le DIO, ou la personne, en tout cas pour les grands groupes, moins pour les startups, puissent suivre tous leurs projets digital d'IA, de A à Z, de bout en bout, au fur et à mesure que ce soit au niveau de la data, de l'algorithme, des décisions, du contexte, des pratiques, des décisions, etc. Et pour en fait, ils puissent apporter quels sont les documents que j'ai besoin à tel moment, quelles sont les recommandations qu'on me demande, il faut que je pense à ça. Est-ce que la supervision humaine, j'ai besoin de créer un collège de supervision à ce moment-là qui permet de voir. Et tout ça, il faut des tableaux de bord, il faut des outils. Là, on est en train de concevoir un DIO qui est peut-être comme l'image d'un pilote de Formule 1 sans lui donner une Formule 1 pour faire la course. Donc ça va être compliqué pour qu'il gagne la course, ou en tout cas qu'il se présente sur la ligne. C'est un peu le même problème. On n'a déjà même pas de formation pour ce nouveau métier et on n'a même pas les outils pour l'aider. Donc ça, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Des systèmes comme Equitia sur d'acculturation, de labels, et nous sur des outils à mettre en place, ça, je pense, contribue justement à rendre cela possible. Et économiquement, c'est un coût, c'est un investissement financier, une telle démarche de consulting forcément. Et nous, on prend l'exemple, souvent on a des startups, ils viennent nous voir pour une labellisation parce qu'ils ont un investisseur, ils vont faire une levée de fonds, ils veulent s'assurer que ça soit éthiquement acceptable pour les investisseurs et c'est une vraie plus-value pour eux. Donc c'est un investissement financier au démarrage, mais qui peut leur faire gagner beaucoup plus dans le mode de levée de fonds. Et les grandes entreprises, ça va être plus au niveau de la RSE, au niveau de la com interne, externe, souvent à ces motivations. Et par contre, dans le long terme, ils sont tous assez gagnants au final, et c'est tant mieux. Je crois que c'est la transition avec Antea. Voilà. On a vu l'importance de l'humain justement dans cette démarche de la mise en place d'une démarche éthique au sein des organisations. La technologie ne va pas se faire tout seul, il y a aussi un enjeu d'anticipation, de structurer la démarche. Et Antea va nous faire du coup l'illustration avec comment l'humain intervient aussi dans le process de validation et assure qu'il n'y ait pas de risque, ou en tout cas de dérive dans le projet et la mise en place de système d'IA. Merci. Oui, et pour peut-être juste avant rebondir sur ce que disait
Jérôme, donc aussi un des intérêts, je pense, de la démarche éthique, c'est de favoriser l'acceptabilité des outils qu'on va développer ou qu'on va utiliser par les personnes qui vont les utiliser. Parce que bon, après là, c'est des exigences de la proposition de règlement européen qui sont pour les systèmes à haut risque, mais on a toute une série de systèmes qui ne rentreront pas dans cette catégorie. Et au final, je pense que c'est quand même une bonne chose de systématiser un petit peu cette réflexion éthique dès qu'on souhaite recourir à l'IA, parce que c'est à même de rassurer les collaborateurs, les utilisateurs, et voilà, c'est une des bonnes pratiques. Et du coup, pour faire le zoom, donc là, c'est sur, donc c'est la première partie, c'est l'article 14 là, de la proposition de règlement européen sur l'IA. Et donc, en fait, ça pose les objectifs de la supervision humaine. En fait, qu'est-ce que ça doit permettre, la supervision humaine des systèmes d'IA? C'est l'idée qu'on soit en mesure déjà de comprendre les capacités et les limites de ce qu'on est en train d'utiliser. C'est aussi être en mesure de prendre le recul nécessaire sur les recommandations qui nous sont faites ou sur les résultats qui sortent pour ne pas, ce qu'on appelle le biais d'automatisation, à s'y fier en fait automatiquement, parce que là du coup ça génère une perte de compétences aussi. Voilà, avoir trop tendance à faire confiance à un système d'IA. Et donc voilà, aussi d'être capable de s'en éloigner, voire de se dire, bon, bah, dans mon processus de décision, je peux m'en écarter et ce n'est pas un outil essentiel. Enfin, ça, pour les utilisations à risque en termes d'usage, c'est quand même très important. Et donc, je voulais vous montrer un exemple, parce que du coup, pour atteindre ces objectifs, il y a plein de possibilités. Mais donc, nous, on a une association, je ne sais pas d'ailleurs, mais on a un membre dans notre association qui s'appelle Ethic IA, donc à ne pas confondre avec Equitia, qui a développé une méthodologie de collège de garantie humaine. Donc, eux, pour l'instant, ils œuvrent que dans le domaine de la santé, parce qu'il y a la loi de bioéthique qui avait posé cette obligation dans le domaine de la santé. Et donc, ils ont développé cette méthodologie. Donc, leur premier cas d'usage, c'était une application qui avait été développée par une start-up pour des dentistes. Et en fait, l'application, ça permettait aux dentistes et à leurs patients, en gros, les patients, chez eux, ils prennent en photo leurs dents et ils l'envoient au dentiste, qui lui voit l'image analysée par des modèles algorithmiques qui disent là, il y a un problème de carie ou quoi, donc il faut que vous preniez un rendez-vous, mais s'il n'y a pas de problème, du coup on évite le rendez-vous, on fait gagner du temps à tout le monde. Et sauf que la problématique, c'est qu'il faut quand même que les résultats soient fiables, donc parce que bon, ça peut créer des problèmes. Et donc ils ont imaginé cette méthodologie. Donc en fait, Ethic IA fait un audit un peu de la situation pour déterminer justement, parce que c'est au cas par cas là aussi, qui c'est qui doit composer le collège de garantie humaine, combien de fois dans l'année il doit se réunir. Donc là, par exemple, ils étaient partis sur le principe au départ de 3 réunions par an. Et dans le collège, il y avait donc des chirurgiens dentistes un peu partout, des associations de patients et des membres de la start-up en gros, qui avaient développé l'application. Et donc ils étaient partis sur le principe de se réunir 3 fois par an. Et l'idée, c'est qu'ils étudient 30 dossiers qui avaient été étudiés par l'appli. Et eux-mêmes devaient donner le résultat qu'ils auraient donné. Les chirurgiens dentistes, pas les autres. Mais du coup, ensuite, ils comparaient les résultats. Ils comparaient si c'était les mêmes, que l'IA avait donné le même résultat que eux. Et ils pouvaient identifier des écarts. Et du coup, ça permettait à ceux qui ont conçu l'appli de faire des actions correctives pour améliorer en fait en continu leur outil. Et donc après, à la fin de l'année, ils se réunissent tous, encore une fois, et ils se disent, bon, est-ce que c'était nécessaire de se réunir 3 fois cette année? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'actions correctives à apporter? Du coup, est-ce qu'on doit augmenter la fréquence ou pas? Et est-ce qu'on doit inclure d'autres personnes dans ce collège? Et donc voilà, c'est une méthodologie évolutive aussi qui s'adapte en continu aux besoins de la solution. Et donc ça, ils l'ont développé au départ dans le domaine de la santé, mais aujourd'hui,
justement avec l'arrivée peut-être du règlement européen, l'objectif c'est de le répliquer dans d'autres secteurs d'activité et notamment je crois qu'ils étudiaient la possibilité de le faire sur des applications de gestion de ressources humaines ou encore pour des applications dans le spatial, voilà. Mais donc je trouvais que c'était intéressant comme exemple de supervision humaine, ça rend un peu plus concret l'exigence, je trouve, parce que ne pas savoir par quel bout la prendre. Et pour illustrer aussi que la technologie devient une aide à la décision. Ce n'est pas la technologie qui prend la décision toute seule, il y a toujours l'humain dans la boucle qui intervient pour s'assurer que justement il n'y ait pas des écarts par rapport aux résultats donnés par la machine et derrière aussi de la corriger potentiellement pour s'améliorer. Donc ça permet aussi de garantir les fantasmes que l'on peut entendre que la technologie va un peu driver les entreprises. Non, c'est le bon terme utilisé par Microsoft sans faire de pub, c'est un copilote au service de la décision et de la prise de décision. Par contre, ça veut dire quand même que cette démarche, souvent les résultats qu'ils trouvent et la supervision, ils vont devoir, admettons, l'entreprise s'aperçoit qu'il y a un biais à chaque fois qui apparaît, etc. Ils vont devoir après revoir en interne, enfin au sein de l'algorithme, pour faire la correction justement pour voir si la performance elle est de nouveau d'actualité ou pas. Et donc oui, ils doivent repasser par un système d'audit algorithmique, ou je ne sais pas en tout cas, mais ils ne peuvent pas laisser en état l'algorithme comme ça. D'où l'importance d'avoir structuré la démarche en amont avec des process pour pouvoir justement de faire de façon incrémentale et l'améliorer à chaque étape. Cette démarche, elle est assez ou totalement complémentaire avec les différentes propositions d'audit qu'on vous a présentées, que ce soit Equitia ou Goodalgo, comme un complément de consulting finalement pour mettre en place de supervision. C'est ça qu'il faut voir, il ne faut pas confronter, je pense, les différentes opérations ou aux actions, mais les articuler, quoi. C'est plus dans ce sens-là que je verrai les choses. Et ici, ce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce principe de collégialité avec plusieurs profils, avec je ne sais plus exactement combien de personnes il y avait, mais je pense au moins 15 ou 20 personnes. Et parce que si c'est une seule personne qui s'occupe de faire ça, on en parlait tout à l'heure, mais chaque personne a aussi ses propres biais, donc du coup, c'est bien d'être plusieurs pour faire cette supervision. Oui, parce que par définition, une supervision humaine, ça reste de la subjectivité. Donc si c'est par une personne, du coup, ça va être plus impactant d'un point de vue de subjectivité. Si c'est collégial, par nature, on va trouver un consensus ou une vision plus d'ensemble. Nous, ce qu'on fait avec les tests, c'est totalement objectif en termes algorithmiques. Mais les deux démarches sont peuvent s'articuler ensemble, totalement. Est-ce que cette présentation a suscité des interrogations? Plus rapide au premier rang. Pourquoi ne pas avoir... peut-être vous avez déjà essayé de faire supporter une partie du coût de votre audit ou de votre labellisation par la BPI, la manière de data shifting? Est-ce que c'est une option pour la suite ou... Ça, c'est quelque chose qui, par rapport aux entreprises, ils sont mis en place. C'est-à-dire qu'à l'instar de tout ce qui est les financements de formation via Calliope, etc., où il y a des dossiers de subvention, il y a des parties d'investissement de BPI pour les entreprises émergentes où ils peuvent bien sûr intégrer ça dans leur budget de formation. Je vous donne un exemple, c'est arrivé plusieurs fois où des appels à projets, on nous demande d'intervenir pour faire une brique Ethics by Design ou Back Evolution pour suivre dans le cycle de développement de leur projet d'IA, avoir les briques d'audit, de labellisation autour de ça. Donc ça peut rentrer dans un projet BPI totalement. Mais c'est encore assez sporadique pour l'instant. Ah, c'était la fin. Il y avait une question là-bas. La question de monsieur, c'était pour lancer. C'était sur la problématique de partage de la valeur. Là, par exemple, sur le cas des dentistes, ils perdent des patients potentiellement puisqu'ils ne peuvent pas venir les consulter. Comment est-ce qu'ils ont participé à ça en sachant que ça leur faisait alors ça, c'est... Ouais. Ouais, alors là, pour le coup, comme c'est pas nous c'est une autre organisation, et du coup, je ne sais pas trop quel était leur modèle économique, mais je pense que du coup, le patient paye quand même quelque chose.
Ah, Je voulais approcher le cas et en fait, pour que ça soit accepté par la profession médicale ou dentaire, c'est qu'il y ait l'acte médical qui soit, y compris quand c'est en téléconsultation, il y a la facturation d'un acte médical. Il est fait de manière à distance grâce aux technologies. On a toujours facturation d'un acte médical, l'unité d'œuvre. merci. Ouais, je pense que ça doit être le modèle qui marche comme ça, ouais, financier. Je vois pas autrement. Ah oui, moi j'avais une question. En fait, bon, sur les points critiques, enfin bon, moi j'appellerais ça du bon usage de l'IA, mais moi je me pose une question par rapport à la transparence, c'est-à-dire, il y a un cas qui m'est resté en mémoire, mais dans la banque, dans l'assurance, c'est par exemple des conseillers clientèle qui utilisent de l'IA pour aller déterminer si un client particulier aurait droit à un prêt ou pas. Oui, il a droit ou pas parce que par rapport à nos critères. Et au profil de la personne. Et au profil de la personne, sauf que l'algorithme, y compris pour le chargé de clientèle, n'est pas transparent. Il ne sait pas d'où sort le résultat. C'est-à-dire qu'il a rentré les critères du client. Mais en il ne sait pas pourquoi la machine lui a dit a droit ou n'a pas droit à un prêt. Donc il n'est pas capable d'expliquer au client aussi. Voilà, donc la transparence, c'est à la fois pour le client, pour celui à qui on demande d'utiliser un outil qui n'a pas compris. Donc moi je me posais la question, est-ce que l'avenir dans le bon usage et l'éthique, ça sera d'être complètement transparent, c'est-à-dire qu'on connaisse la façon dont est fait l'algorithme, à quels critères, en open source, etc. Enfin, est-ce qu'on va vers de l'ouvert ou est-ce que, parce qu'aujourd'hui on parle de ChatGPT, ou d'outils qui sont, les outils plutôt américains, ils ne sont pas trop ouverts en moyenne, puisqu'on n'a pas le code, etc. Voilà, c'est ma question. Ouais, je peux répondre à ça du coup, parce qu'on a justement, nous, un client, on fait plusieurs labellisations d'audit, enfin justement sur des systèmes d'IA spécifiques et par rapport aux clients, etc. Sélection autour de ça et des tarifications. Et en fait, quand on parle de transparence, il y a le côté interprétabilité, où là, c'est la fameuse boîte noire, où en fait, on va expliquer le fonctionnement de comment on arrive à tel résultat, finalement, et comment le système algorithmique fonctionne, on va dire. Ça, c'est avec les développeurs, etc., qu'on peut tout développer ça. Et il y a le côté explicabilité. Explicabilité, c'est la donnée de sortie, c'est dire, bah voilà, expliquer aussi au client ou à la personne à qui on utilise ces données personnelles quels sont les résultats qui apparaissent et quels sont les gros critères qu'on a fait qu'on fonctionne. On prend même un Parcoursup finalement, comment la sélection, on aimerait bien savoir comment c'est exactement la sélection. L'État et le gouvernement ne souhaitent pas clairement savoir parce que ça va impacter les directeurs d'établissement, mais aussi la stratégie des élèves, savoir quelle est au collège ou au lycée, quelle est la sélection de points. Donc ça a un gros impact sociétal. Mais là, dans les boîtes privées en tout cas, on va arriver à un moment, alors je ne sais pas si l'AIAC va amplifier ça, où je pense que ça va être aussi, chacun a son éthique et tout ça, et va peser le pour et le contre, bénéfice, coût, risque. Un peu, vous avez une machine à laver qui vient de Chine, des États-Unis, etc. Vous avez un cahier des charges en disant, voilà comment c'est fonctionné, pas le cœur de métier du moteur, parce qu'on s'en fiche, mais c'est surtout quels sont les critères qu'on fait que ça a été conçu, quelles sont les fonctionnalités, et en toute prise de conscience, même si, et avec les tarifs qui sont peut-être différents, ah ben moi je préfère tel système d'IA parce que je sais que ça recourt plus à l'éthique, que ça m'impacte moins ou pas, etc. Donc je pense qu'on va aller quand même beaucoup plus sur de la transparence à ce niveau-là, parce que ça va être aussi, il y a des prises de conscience avec l'IA générative, on le voit bien avec l'IA générative, maintenant ça va même dans les foyers ou dans les écoles. ChatGPT, Midjourney, etc. Donc il y a maintenant pour la première fois les IA, on arrive à se dire, même la personne lambda entre guillemets, ah c'est accessible à tout le monde. Donc maintenant il y a des prises de conscience aussi des conséquences que ça va avoir aux impacts. Donc du coup ça a fait émerger encore plus l'importance et l'intérêt de l'éthique au sein de ces solutions d'IA, au sein du grand public et pas uniquement des grands groupes ou des institutions. Et quand vous savez que le chiffre d'affaires il est fait par la confiance que vous donnez avec le marché et avec vos potentiels clients, et ben c'est ça où il y a des entreprises qui sont en train de se démarquer à ce niveau-là. Et ben après, nous, derrière, on a les concurrents qui frappent à notre porte en disant bah, « nous, on veut la même démarche ». Donc je pense que, alors ce n'est pas la panacée, on est au tout début de ça, on a encore de l'acculturation, etc. Mais on va, moi je trouve, assez fortement là-dessus. Il y a des secteurs où, par nature, c'est impossible maintenant qu'une banque va vous sortir, sans la citer, une charte éthique en disant ouais, ce que je fais avec ma data, c'est éthiquement acceptable. Mais derrière, est-ce que c'est appliqué ou pas? On n'en a aucune idée.
Et donc du coup, à un moment, il va falloir montrer patte blanche ou en tout cas des vraies preuves d'opérationnalité de qu'est-ce qu'ils en font vraiment. Et donc du coup, moi je pense de plus en plus, il y a une vraie demande, en tout cas en France et en Europe, à ce niveau-là. Aux États-Unis, ils ont une autre culture quand même, parce que l'éthique, c'est pas naturellement, ils n'ont pas les penseurs gréco-latins, même s'ils sont du pragmatisme. Ils venaient du principe, tant que je suis dans le juridique, je fais ce que je veux. Là, ça commence un peu à changer un peu progressivement. Vous allez au Canada, ils ont la double culture franco- ou européenne, américaine. Et donc là, ils sont quand même beaucoup plus avancés dans cette démarche-là. Donc moi, je pense que ça va dans ce sens. C'est sûr que les secteurs d'assurance, de finance, de santé, tu l'as très bien dit, des RH, c'est des données ultra sensibles. C'est pas possible maintenant qu'il y a des applications d'IA qui vont sélectionner des CV à 40% de manière totalement automatique, si vous n'analysez pas la discrimination qui est faite. Il y a plein de choses qui vont être ultra sensibles où ils ne pourront pas faire autrement. Donc je veux être en point de vigilance, tout en étant pas anxiogène, mais il y a des prises de conscience et on est au tout début de ça. C'est-à-dire que ça fait que de démarrer, quoi. Merci à tous. On va enchaîner du coup sur la partie cyber, des projets d'IA. On a vu les risques et les enjeux éthiques. Vous allez voir les enjeux cyber.